chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 mai 2025 et nous voulons être à notre rendez-vous avec grand angle. Nous avons essayé de faire l'effort d'être toujours fidèles et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir l'énergie, la force nécessaire d'échanger avec vous. Alors, comme on a eu l'habitude, nous allons commencer par vous donner quelques informations, quelques rappels. Le premier rappel que nous ferons et que nous n'allons pas nous arrêter à le faire, c'est le problème des terres. Les gouvernants choisissent d'observer le silence, en fait parce qu'ils soutiennent la vision de la vente ou de la cession des terres au Rwanda, alors que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente des terres. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous vous avons déjà dit que nous avons adressé des correspondances à M. le Premier ministre. Comme d'habitude, les gouvernants, ils choisissent d'être silencieux. Ça veut dire que ça les agace, ça les gêne, ça les dérange. Et ils ne savent pas en réalité quoi faire. Sinon, ils auraient déjà réagi, notamment à travers la quinzaine du gouverneur. Mais nous n'allons pas nous décourager. Et nous répétons et nous disons au gouvernement que c'est non à la vente ou à la cession de nos terres au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Maintenant, le deuxième aspect que nous allons aborder, nous allons essayer de commenter des arguments qui ont été développés par le journaliste économiste et financier Alphonse Ndongo dans ses chroniques. Et il a abordé un sujet qui nous a préoccupés. Parce qu'il a abordé un sujet qu'il a intitulé l'État congolais vit au-dessus de ses moyens. Et j'ai été très heureux de suivre la démonstration qu'il a faite en essayant de retenir quelques chiffres. Notamment, il a dit que pour payer les salaires au niveau mensuel, payer les salaires des fonctionnaires, il fallait 92 milliards. Pour payer les pensions des retraités de la CREF, il fallait 13 milliards. Pour payer au niveau des retraités de la CNCS, il fallait 700 milliards. On est déjà au-delà de la centaine de milliards. Alors que dans le budget 2025, la ligne personnelle est de 430 milliards, c'est-à-dire une moyenne mensuelle autour de 36 milliards. Et nous voyons très tôt que nous vivons véritablement au-dessus de ces moyens. Mais au-delà des chiffres que je viens de vous avancer, il faut ajouter les 50 milliards qui doivent aller aux structures à transfert et aux institutions constitutionnelles, avec celles qui viennent de se créer, comme le ministre représentant personnel du président de la République pour Pointe-Noire. Il y a certainement d'autres nominations comme ça, tout ça. Et vous voyez que la masse est extrêmement importante. Mais si on ajoute à ça le remboursement, et lui, il a donné le chiffre de 67 milliards pour le mois de mai, en ce qui concerne le remboursement de la dette du marché au niveau des titres publics, au niveau de la Banque centrale. Et vous voyez que progressivement, on s'achemine vers 200 milliards de mois. Et si vous multipliez par 12, ça veut dire que vous êtes à 2400 milliards. Mais le budget global, en termes de recettes, a été évalué à 2550 milliards. Donc, véritablement, le Congo vit au-dessus de ses moyens. Mais ce qui m'a intéressé et qui m'a surtout interpellé, c'est lorsqu'il ajoute au niveau des recettes fiscales douanières, on n'est pas en mesure de dépasser les 100
milliards par mois. Alors on se dit, ça se passe comment en réalité? Et il faut que les Congolais soient bien au courant de ça. Parce que nous risquons de connaître, non pas seulement au niveau des pensions, mais même au niveau des salaires des fonctionnaires, un certain nombre non seulement de retard de paiement, mais d'incapacité parfois de paiement. Et c'est alors extrêmement grave. Extrêmement grave. Prenons un pays au hasard. Voyons, le Paperland par exemple. Dans ce pays, il y a une multitude d'acteurs économiques. Des ménages, des entreprises, des banques ou encore des associations qui, comme vous, gèrent leur budget. D'un côté leurs recettes et de l'autre leurs dépenses. Parmi ces acteurs, il y en a un qui est à part. C'est l'État. On parle de l'État au sens large, avec les administrations nationales, les administrations locales et celles qui gèrent la protection sociale. Le budget de l'État, c'est d'une part des dépenses. L'État produit des services comme la sécurité, la justice ou l'éducation. Il verse aussi des prestations sociales comme les retraites et prend en charge une partie des soins. Le budget de l'État, c'est aussi des recettes. Ce sont principalement des prélèvements effectués sur les activités économiques. Et ces prélèvements financent des dépenses au service de la collectivité. Pour participer à l'effort commun, ils sont obligatoires. Ce n'est pas la seule particularité de l'État. Prenez sa durée de vie. Elle est potentiellement infinie. Il ne peut ni mourir, ni mettre la clé sous la porte, même s'il ne rembourse pas sa dette. Et prenez aussi sa taille. Ses dépenses et ses recettes représentent une grosse partie de la production de richesse dans le pays. Mais au fait, qui pilote le budget de l'État ? Dans une démocratie, c'est le gouvernement sous le contrôle des citoyens et de leurs représentants. À Paperland, le pilotage du budget de l'État a été confié au ministre du Budget. Regardons ce qu'il se passe de son point de vue. Quand l'activité baisse, une partie de la population perd son travail, mais conserve un revenu sous la forme d'allocation chômage. Cela entraîne l'augmentation des dépenses de l'État. Dans le même temps, l'État fait face à une baisse des recettes. Et si l'État dépense plus qu'il ne reçoit, il est en déficit. Il doit alors emprunter. Cette dette s'ajoute aux dettes qu'il avait déjà et il faudra payer des intérêts sur tout cela. Mais en pilotant le budget de l'État, peut-on agir sur la situation économique du pays? En période de réduction de l'activité, le ministre du Budget peut prendre la décision d'augmenter le déficit pour relancer l'économie en espérant le retour de la croissance. Par exemple, l'État peut décider de construire un pont pour améliorer les infrastructures sans prélever d'impôts supplémentaires pour financer les travaux. Au bout de quelques mois, si l'activité économique du pays redémarre, les recettes vont remonter. Le budget de l'État va se rééquilibrer. Et il y aura assez d'argent pour rembourser la dette qui avait servi à financer le pont. Mais en attendant, si le poids de la dette devient trop important, ceux qui prêtent vont craindre que l'État ne puisse pas les rembourser. Ils demanderont alors des intérêts plus élevés. Et s'ils deviennent trop élevés, cela va augmenter automatiquement la dette. Les déficits nourrissent la dette, qui nourrit les déficits, ce qui conduit à une sorte d'effet boule de neige. Piloter son budget, pour l'État, c'est donc être vigilant sur sa situation financière tout en s'adaptant à la situation économique du pays. Il faut donc faire preuve de finesse, anticiper et se projeter dans le futur. Tout cela sous le contrôle des citoyens, car ce budget, c'est l'affaire de tous. C'est pour ça que l'on se pose la question. Qu'est-ce que ce gouvernement envisage? On aurait pu dire rapidement qu'il faut agir pour la réduction de la dépense, qu'il faut agir pour faire des économies au niveau de la dépense. Mais nous constatons que les gouvernants ont choisi un style de vie ostentatoire. Même le chef du gouvernement qui avait annoncé qu'il y aurait la suppression des voyages et des missions des ministres,
Mais au contraire, on constate que de plus en plus, il y a plus de sorties, etc. Comme si on menait une vie paisible et qu'on n'avait pas conscience que nous étions dans une situation de grave crise multidimensionnelle. En dehors du président de la République, Denis Sassou Nguesso, plus aucun membre du gouvernement, haut fonctionnaire ou autre agent de l'État ne pourra bénéficier des missions à l'étranger financées par le budget général de l'État jusqu'à la fin de l'année 2024 en République du Congo. L'annonce faite par le Premier ministre à travers une circulaire vise à réduire les dépenses publiques. On sait très bien que le Congo traverse une situation d'assèchement financier et qui d'ailleurs donc est obligé d'amener les autorités à prendre un certain nombre de mesures afin de faire des économies. Et donc cette mesure qui a donc été prise via la circulaire à laquelle vous faites allusion vise justement à réduire autant que faire se peut les dépenses de l'État. Il y a des missions qui, à dire vrai, auraient pu être menées parfois, pourquoi pas, par les services diplomatiques accrédités dans le pays où se déroule cette réunion internationale. Cette décision vise à rendre effective la réduction du train de vie de l'État dans ce pays d'Afrique centrale où le PIB par habitant était estimé à 1,9% en 2023 et le taux de pauvreté à 46,8%. Le Premier ministre, dans sa circulaire, encourage les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires et autres agents de l'État à privilégier les participations par visioconférence. Il a fallu prendre cette mesure pour essayer de recadrer, mais pas seulement recadrer, mais réduire vraiment à une portion, n'est-ce pas, congrue, le nombre de missions à l'étranger. Sauf, il faut le reconnaître, il y a quand même des missions d'urgence, comme c'est le cas maintenant. 3 ministres congolais assistent aux assemblées, n'est-ce pas, générales du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington, parce que ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour le pays. La circulaire relative à la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État constitue une première phase des réformes envisagées par les autorités congolaises pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations. Et c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'il faut avoir des pensées, qu'il faut avoir une vision pour penser déjà à la réduction du train de vie de l'État. Et ça, nous y sommes souvent revenus en parlant des effectifs pléthoriques dans les institutions, en parlant de la réduction des conditions de rémunération, notamment au niveau des membres du gouvernement, des membres des institutions, etc. Mais le gouvernement a choisi d'être silencieux. Ils peuvent vivre dans l'opulence, dans l'arrogance. Et la population, les Congolais peuvent vivre dans la misère et dans la souffrance. Ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est pour ça qu'après avoir évoqué cette question extrêmement préoccupante, mais qui nous fait dire qu'elle fait interpeller le Sénat, elle fait interpeller l'Assemblée, ça veut dire que notre budget pose des problèmes. Nous avons un problème de gouvernance, nous avons un problème de transparence et que le budget tel qu'il a été adopté ne traduit véritablement pas la réalité des chiffres et notre capacité à mobiliser les ressources pour faire face aux défis qui sont nombreux et qui se présentent à nous. C'est pour ça qu'après avoir évoqué ça, toujours en termes d'information, mais je passe au troisième point. Après cette analyse, il est évident qu'il est urgent qu'on aille très rapidement vers la réduction du train de vie de l'État. Un ministre peut gagner, au lieu de gagner 11 millions, un ministre peut gagner 5 millions. Un ministre d'État peut gagner 7 millions 500. Le Premier ministre peut gagner 8 millions. Ça ferait déjà des illustrations d'une volonté et d'un courage d'aller de l'avant, de penser aux Congolais, d'avoir une idée, un esprit de partage, d'avoir une vision de solidarité nationale et de ne pas avoir cette vision égoïste qui fait que rien, absolument rien ne nous permet de vivre à ce niveau, mais nous continuons à mener notre vie comme si rien n'était. C'est là que nous abordons le problème important sur lequel nous allons toujours insister. Au-delà de la réduction du train de vie de l'État, les gouvernants ne peuvent pas continuer à être silencieux.
sur le problème des scandales de crimes économiques et financiers, il est apparu qu'au niveau des responsables, au-delà de ce qu'on a déjà dit et redit sur les déclarations du président de la République, c'est lui-même qui a dit, face aux défis économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Pourquoi ça ne s'applique pas? Et aujourd'hui, les Congolais découvrent que parmi les gouvernants, il y a beaucoup de problèmes de vol, il y a beaucoup de problèmes de détournement, il y a beaucoup de problèmes de corruption. C'est-à-dire qu'il y a un problème de morale, d'éthique, un problème de manque d'exemplarité. Et ça ne devrait pas continuer. Et les scandales, ils sont connus. On va vous les répéter à chaque fois. L'un des derniers qui est connu, c'est le Trésor Gate. Ensuite, vous avez la dissipation chaque mois de 6 milliards pour le paiement des bourses, encore que il savait belle et lurette que les fameuses bourses ne sont pas payées. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Mais vous avez le gros scandale des 14 000 milliards d'excédents budgétaires, les malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture, le FIGA, etc. Mais on ne peut pas continuer à rester silencieux sur ces aspects. Parce que pendant ce temps, on annonce que les retraités, les pensions viennent d'être virées. Mais quelle pension? Nous sommes au-delà du 24. Nous sommes déjà au-delà du 24. Et la pension du mois d'avril n'est pas encore payée. Nous approchons la fin du mois de mai. Pourquoi on fait souffrir les retraités? Je ne parle pas des bourses. J'ai vu les banderoles au niveau de Nkayi. Les agents des travailleurs qui sont à 70 mois d'arriérés de salaire. 70 mois, ça fait pratiquement 6 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est encore dans un pays normal? Et pendant ce temps, il y a des mariages fastueux qui se passent à travers le monde, etc. Avec tout le mépris possible à l'endroit du peuple, ce qui n'est pas normal. Et on a toujours ce problème. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et aujourd'hui, les gouvernants ne parlent plus. Le verre est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans les autres secteurs. Pourquoi on a du mal? Mais on découvre qu'il y a l'incapacité à avancer et à aller de l'avant. C'est pour ça que nous appelons, que nous interpellons les gouvernants pour dire que le moment est plus que jamais venu pour la récupération de l'argent qui a été dilapidé du Trésor. Pour qu'au lieu qu'on constate que l'État vit au-dessus de ses moyens, qu'il y ait plutôt des rentrées qui fassent qu'en même temps qu'on ajuste au niveau des dépenses, mais qu'il y ait des rentrées qui fassent que les retraités puissent toucher leurs pensions régulièrement, qu'ils soient ceux qui ne sont pas harmonisés au point d'indice 300 le soient, qu'on paie les arrérages, que les étudiants n'aient pas de... Il faut qu'on arrive à une vie de normalité, à une vie normale dans ce pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et à mon avis,
je crois que les gouvernants doivent en prendre sérieusement conscience. Donc, je retiens sur ce point l'aspect de la réduction du train de vie de l'État, l'aspect de la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, etc. Le courage, on puisse avoir et le courage et la volonté de réduire, de régler tous ces problèmes. Donc voilà, mais je n'oublie pas un problème. Je pense au fait que l'université de beaucoup d'estimatifs de l'université de Sassou Nguesso a été de 241 milliards, alors que la deuxième université de Dakar a coûté 65 milliards. Ça veut dire qu'au niveau des audits, l'audit du trésor, l'audit des grands travaux, etc., si nous y avançons, nous aurons des moyens pour que les Congolais vivent normalement et pour que leurs conditions de vie, même au niveau de l'emploi des jeunes, etc., puissent être améliorées. Maintenant, après avoir évoqué en termes d'information, je viens à la thématique d'aujourd'hui, que j'avais en quelque sorte déjà annoncé la dernière fois, parce que j'avais déjà annoncé que nous allons commencer à aborder les aspects de la gouvernance électorale. Et je crois en ça, lorsqu'on parle de la gouvernance électorale. Il est bon, surtout pour nous qui sommes des opposants, c'est-à-dire qui ne soutenons pas l'action du gouvernement, que nous rappelons ce qui s'est passé en 2016, non seulement avec la non-reconnaissance des élections par plusieurs candidats de l'opposition, notamment Jean-Marie Michel Moukoko et André Salissa, mais l'élection s'est terminée avec leur emprisonnement. Et aujourd'hui, ils sont en train de dérouler leur 9e année à la maison d'arrêt, en dépit des appels qui ont été lancés à travers le monde pour leur libération. Et le paradoxe, c'est que pendant que eux qui se sont levés pour apporter leur contribution pour sauver le Congo, ils sont depuis 9 ans en prison. Et les responsables des scandales, crimes économiques et financiers qui ont mis le pays dans le chaos se promènent tranquillement. On ne leur reproche absolument rien, ils font ce qu'ils veulent. C'est véritablement injuste et ce n'est pas du tout sérieux. Bon, mais je rappelle aussi ce qui est arrivé en 2021 avec l'équipe d'Ispat Fekolela. Je ne reviens pas sur ça, c'est des souvenirs douloureux. Mais s'agissant des gens d'Ispat Fekolela, nous retenons que sur son lit d'hôpital, en train certainement de se dire qu'il allait nous quitter, il a lancé un testament, un appel que je considère comme historique. Nous appelons, surtout nous, les opposants, à ce que nous allions, que nous nous battons pour le changement et pour la rupture dans ce pays, tout en pensant à l'avenir de nos enfants, à l'avenir des jeunes. Et c'est ça qui est très bien. Et maintenant, on est en 2026, on est à près de 10 mois, je crois, de la tenue de l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu au mois de mars. Et que vivons-nous? C'est le cas de Lassib Bouiti. Lassib Bouiti, qui a déjà annoncé qu'il était candidat, qui s'exprimait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et bon, voilà, il a été enlevé. Ce qui nous amène à nous poser la question en termes de thématique. Est-ce que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente en 2026 sont véritablement remplies? Lorsque nous commençons par évoquer le cas de Lassib Bouiti, nous disons non. Parce qu'on commence par quoi? On commence par le non-respect des lois et règlements de la République. On commence par la violence. Et tout le monde a suivi, le monde entier a suivi que Lassib Bouiti a été enlevé chez lui, devant sa femme, devant ses enfants, dans des conditions inhumaines, menotté, les yeux bandés, amené par force dans un véhicule et conduit dans une direction inconnue. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays qui veut aller véritablement à une élection libre, démocratique et transparente? Nous disons non. Nous disons non. Et Dieu merci, il y a des voix qui se sont élevées pour condamner ce comportement du gouvernement. Surtout, et nous avons eu à le rappeler, tout cela s'est fait en violation flagrante de la Constitution. Et nous allons prendre le plaisir, même si on l'a déjà fait, nous ne cesserons pas de revenir, de rappeler les accords qui ont été violés, les articles qui ont été violés, en faisant
les commentaires qui seront certainement appropriés. Je prends déjà l'article 9, l'article 8 d'abord. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. Est-ce que c'est les respecter? L'État a l'obligation de respecter la personne humaine. Pourquoi la sécurité n'a pas été respectée? Pourquoi ça s'est passé comme ça s'est fait? Quel est le message que l'on veut faire passer? Et ceux qui violent le font dans l'impunité totale. Où allons-nous? Et avec cette façon de faire, sommes-nous capables de mettre en place les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? J'ai dit non. Passons à l'article 9. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arrêté, accusé, arrêté ou détenu arbitrairement. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Le Congo est devenu une république bananière. On peut se permettre comme ça. Et les gouvernants sont silencieux au moment où on annonce qu'il y a des personnes encagoulées avec des armes qui rentrent dans des domiciles sans aucun document. Où sommes-nous? Après, on va nous parler de paix. Est-ce que c'est sérieux ça pour ce qui est arrivé à Lassibouti? Est-ce que c'est sérieux? J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi veux-tu amener la terreur? À notre avis, ce n'est pas une bonne chose. Mais je passe à l'article 11. L'article 11 dit exactement ceci. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. J'insiste d'abord sur le deuxième alinéa qui parle de la torture, qui parle des traitements inhumains. Et Lassibouti a commencé à les vivre devant sa femme et devant ses enfants. Et des traumatismes ont été créés. Est-ce que c'est sérieux? Mais quant à l'alinéa premier, puisqu'on dit que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Pourquoi Bouti n'a pas eu ce privilège? Quel est le message qu'on veut exactement faire passer? La force publique agit comment? Elle agit en dehors des lois et règlements de la République, ce qui n'est pas vrai puisque nous avons l'article 205 ici, qui dit clairement la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Alors, ce qui nous a frappé pendant toute cette période, où d'abord Lassibouti a été enlevé, puis deuxièmement, on a parlé de disparition forcée, c'est le silence du gouvernement pendant près de 10 jours. Le Congo est un pays unique en la matière. Parce qu'on voit dans les autres pays, lorsqu'il y a un enlèvement, l'enlèvement d'un citoyen, quelle que soit sa position sociale, on voit comment il y a la mobilisation pour s'intéresser, etc. Mais dans le cas de Lassibouti, le pouvoir est resté silencieux. Aucune communication. Sur les médias d'État, il ne faut même pas y compter. Le gouvernement se sentait
pratiquement déjà coupable. Et ce n'est pas sérieux. Maintenant, si on va à la force publique, on dit qu'elle agit selon les lois et règlements de la République. Mais je viens de vous lire les articles qui sont relatifs à ces problèmes. Pourquoi la force publique ne les respecte pas? Pourquoi la force publique ne les respecte pas? Et où allons-nous? À mon avis, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Et près de 10 jours après, on a retrouvé la Sibouti à Madoukoutchekele. Mais il a été enlevé à Mukodo, nu, dans des conditions inimaginables. Mais le Congo est devenu une jungle. Le Congo est devenu une jungle. Que fait-on de la loi? Et ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà annoncé qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Mais ça veut dire que l'élection ne se tiendra pas dans les bonnes conditions. Elle ne se tiendra pas dans le respect des lois et règlements de la République. Où allons-nous? Où allons-nous? Alors, j'ai bien aimé quand j'ai découvert, et ça m'a fait beaucoup mal, à travers les interventions des uns des autres, que M. Lassib Bouiti avait déjà déposé 5 plaintes, sans qu'il y ait eu le moindre répondant. Il avait déjà agi pour appeler au secours, pour appeler l'État au secours. Et c'est là où j'ai découvert des vidéos curieuses, où dans un premier temps, le ministre Mungala aurait déclaré que ce n'est pas un homme connu. Mais le ministre Mungala doit savoir. Le gouvernement dont il est membre a fait un recensement. Il a dénombré 142 180 habitants, résidents. Mais chacun de ces habitants, chacun de ces résidents a droit à la protection de l'État. J'ai cru même comprendre qu'on a dit que son parti n'était pas connu, n'était pas répertorié au ministère de l'Intérieur. Il allait au ministère du Plan. Il a été répertorié dans le cadre du recensement qui a été fait. Pourquoi le seul répertoire qui compte, c'est celui du ministère de l'Intérieur? Ce n'est pas le même gouvernement. Mais il ne faut pas être ridicule. Moi, je pensais qu'après les interventions du professeur Niamsi et les interventions de Kémy Seba sur le débat sur le franc CFA, je n'entre pas là-dedans. Mais après ce qu'ils ont dit sur le mot Thierry Mungala, il faut que Thierry Mungala en tire les leçons et qu'il en tienne compte pour qu'il sache que chaque fois qu'il prend la parole, il faut que ça soit bien compris. Bon, il a essayé d'amadouer en disant que c'est le journaliste qui a mal interprété. Mais c'est des débats sur lesquels nous n'allons pas nous enfoncer. Mais là encore, il a dit quelque chose de très grave. Il faut que M. Lassib Bouiti se présente à un poste de police. Mais de qui vous vous moquez, vous? Vous faites du mal aux gens. Ce sont les structures de l'État. Parce que nous n'avons pas appris en tant que Congolais qu'il y a un groupe armé qui a pris Brazzaville et qui peut se permettre comme ça de venir enlever des Congolais dans leur maison. Mais ce n'est pas du tout sérieux. Monsieur Thierry Mungala a intérêt à relire l'article 8 de la Constitution. Il a intérêt à relire l'article 15 de la Constitution qui stipule clairement que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. La protection commence à partir du moment où la personne est en danger. Alors j'ai entendu certains dire qu'il aurait fallu que sa femme porte plainte, etc. Bon, cet épisode est passé. Mais là où je condamne sévèrement M. Thierry Mungala, il ne se préoccupe pas de l'état piteux de santé dans lequel M. Lassib Bouiti s'est retrouvé. Et ayant vu les images qui circulent à travers le monde, il se permet de dire qu'il faut qu'il aille faire le récit de ce qu'il a vécu à la police. Mais non, mais vous vous moquez des Congolais. Mais ce n'est pas sérieux. Mais vous venez de Mars, vous tombez d'une autre planète. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons pensé que cette situation ne doit plus se répéter. Et moi, je le dis en tant qu'opposant. Parce que ce qui s'est fait, et je dis à travers Thierry Mungala, je m'adresse et au Premier ministre Anatole Kodiné Makosso et au Président de la République. On constate toujours un paradoxe entre ce que vous dites et ce qui se fait.
Vous parlez de paix que vous avez instaurée, que vous avez consolidée. Et dans le même temps, vous maltraitez les Congolais. Déjà que vous les avez plongés dans la misère et dans la souffrance. Maintenant, vous avez pris l'option de vous attaquer aux opposants, ceux qui ne partagent pas votre point de vue, parce que vous avez échoué. Vous avez échoué. Mais vous voulez vous maintenir coûte que coûte au pouvoir. C'est pour ça que j'attire l'attention. Et moi, je souhaite que nous, les opposants, que nous nous levons pour expliquer au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous ne voulons pas du climat de terreur. Et nous ne voulons pas. Parce que dans ces pays, on a parlé de Poulouna, on a parlé des bébés, on a voulu mettre ça sur le dos de la jeunesse. Mais quand on parle des enlèvements, des disparitions forcées, et ce n'est pas la première fois, nous avons connu l'expérience de Kalakala, nous avons connu l'expérience des disparus du beach. Il y a eu des situations où les auteurs des crimes, s'agissant du beach, il y a eu des crimes sans auteur, ce qui est quand même curieux au monde. Ce qui veut dire que cette histoire, elle est toujours pendante. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut que les gouvernants tirent les leçons. Mais quand nous prenons le cas, en termes de gouvernance électorale, le cas de la Sibouti, qui s'était déjà annoncé comme un potentiel candidat. Maintenant, j'interpelle le gouvernement. Ils prennent les responsabilités pour s'occuper de la santé de la Sibouti, dans l'état où nous l'avons vu. Mais les gouvernants eux-mêmes savent qu'ils ont déjà apprécié la situation sanitaire du pays et que régulièrement, ils se font évacuer pour être soignés en France. Donc voilà un peu, s'agissant de ce point relatif à la gouvernance électorale, parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à arrêter les opposants. On va continuer à les arrêter. On ne va pas les laisser circuler librement sur le territoire national. On va faire comme on a fait le 9 décembre en caillassant Jean-Marie Michel Moukoko dès son retour de Bangui. On va fomenter des choses comme on a fomenté le 16 février pour Jean-Marie Michel Moukoko qui se retrouve maintenant. Non, il faut que ça s'arrête. Les complots, ça s'arrête. D'autant qu'aujourd'hui, les Congolais sont convaincus en termes de morale, en termes d'exemplarité. Beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup de dignitaires du PCT n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. C'est plutôt eux qui doivent en recevoir et qui doivent se mettre sur le marché. Maintenant, une fois que j'ai abordé déjà le problème de la Sibouti, qui atteste et qui illustre clairement que tout ça se fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Mais je vais évoquer l'aspect du respect des lois et règlements de la République. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais M. Mirassa a assez souvent parlé de ce problème. Mais j'y reviens parce que bien qu'on en a parlé, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Et ce n'est pas gentil, ce n'est pas extrêmement, ce n'est pas sérieux. Je dois vous rappeler, d'ailleurs, abordant ce problème, que nous souhaitons que les Congolais se basent sur la déclaration du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était opposant sous le président Pascal Lissouba. Et s'ils n'ont plus ce qu'il avait déclaré en souvenir, je vais essayer dans l'esprit de leur rappeler ce qu'il avait dit. J'insiste pour dire que jamais, jamais, je n'accepterai que la Constitution soit violée. Et il a continué. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il a continué. Jamais, jamais je n'accepterai que les élections hors la loi soient organisées dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élections doivent être organisées dans le respect total et complet des lois et règlements de la République. Et c'est tout à fait normal. Nous avons voté une constitution, surtout la constitution du 25 octobre 2015, qui a donné lieu à des débats, qui a amené la mort de plusieurs Congolais, en faisant croire qu'on voulait faire évoluer les institutions, mais en réalité, c'était pour se maintenir au pouvoir. Mais maintenant qu'on y est, il faut que ça soit respecté. Et il faut que ceux qui ont été à la base, justement, de la conception de cette constitution soient exemplaires, qu'ils la respectent, qu'ils l'appliquent.
Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Et à mon avis, c'est des choses. Maintenant, quand on a évoqué ça, posons-nous la question. Comment les choses se présentent-elles en ce qui concerne le pays maintenant et en ce qui concerne la préparation des élections de mars 2026? Et je reviens sur un autre problème. J'ai déjà suffisamment parlé de ça, mais je reviens parce que le problème n'a jamais été réglé. Je prends la situation du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas que Nyirassa fait la langue de bois pour les attaquer, etc. Nyirassa est disposé à la contradiction. Il est disponible au débat. Mais pourquoi nous le disons? Nous l'avons déjà dit et nous le redisons. Mais parce que aucun membre, citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique appartenant à ce parti n'a daigné de déclarer son patrimoine conformément à la loi. Depuis 2002, vous vous rendez compte? Depuis 2002, ce qui justifie bien sûr l'enrichissement illicite, ce qui explique la mauvaise gouvernance, qui explique le manque de transparence. Et ça, à mon avis, ce n'est pas du tout acceptable, ce n'est pas du tout tolérable, ce qui est extrêmement grave. Au-delà de ça, le deuxième aspect que nous pouvons aborder, c'est qu'en décembre 2019, lors de son congrès, son 5e congrès ordinaire, les 2588 congressistes du Parti congolais du travail ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail. Camarades membres du bureau politique, très chers camarades, la présente réunion du bureau politique, réunion ordinaire qui se tient conformément au règlement intérieur du comité central, suscite une attention particulière des membres et sympathisants du parti et même de l'opinion nationale. La route menant le Parti congolais du travail vers son 5e congrès ordinaire connaît une agitation fébrile qui justifie l'exceptionnelle attente fondée sur notre réunion. Voilà pourquoi il est ici requis de chaque membre du bureau politique de se mettre à son vrai niveau de responsabilité pour que des présentes assises du bureau politique s'enclenche une dynamique nouvelle qui restaure le prestige de notre grand parti. Nous devons aller au Congrès dans la discipline, l'unité et la cohésion, tous préoccupés par la détermination à faire du Congrès du 50e du Parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. Donnons tous la priorité au parti. Taisons tous nos contradictions qui ne demeurent que des contradictions secondaires pour privilégier l'essentiel que personne ne doit se permettre de mettre en péril. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 17e réunion ordinaire du bureau politique
du comité central du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marion Gwabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le Parti congolais du travail. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. En violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et ça, bien sûr, ça nous confirme, rien que ces deux cas illustrent clairement que le Parti congolais du travail a violé la Constitution, a violé l'article 26 de la loi sur les partis, qui dit clairement que chaque parti a le devoir de se conformer à la Constitution. Et cette violation entraîne pour le Parti congolais du travail une sanction conformément à l'article 31 de cette même loi sur les partis, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par un parti politique ou un groupement de partis politiques ou un trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture de ses locaux. Depuis 2002, cela n'a pas été fait pour le Parti congolais du travail. Quelle est la signification de ce geste? Est-ce que le Parti congolais du travail est au-dessus de tout? Surtout que le président de la République a répété à plusieurs occasions que la loi est dure, mais c'est la loi. Et nous ajoutons, elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur et que nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que le Parti congolais du travail n'est pas au-dessus de la loi. La question qu'on peut se poser, pourquoi il n'est pas sanctionné? Évidemment, c'est la complaisance. C'est le choix fait de l'impunité. Et vous comprendrez bien, comme le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, et que le président de la République est président du Parti congolais du travail, ils pensent qu'ils peuvent en imposer aux Congolais, y compris ne pas respecter les lois et règlements de la République. Comme pendant de nombreuses années, les Congolais sont restés silencieux. Mais nous disons qu'aujourd'hui, les Congolais le savent et il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que nous avons pris le soin de relire le programme d'action gouvernementale d'Anatole Koliné-Makosso. Et il parle de la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est sur ça. C'est pour ça qu'assez souvent nous avons relevé au niveau de la politique, sinon de la gestion de ce régime, les paradoxes, et c'en est un. Mais après avoir parlé du Parti congolais du travail, nous attaquons et nous soulevons le problème du président de la République lui-même, qui, il faut le reconnaître, est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Nous n'avons de cesse de le dire. Et nous le disons tout simplement. Nous rappelons aux Congolais, malheureusement, que depuis 2002, donc depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2002, qui en fait a mis fin à la transition. Depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas daigné déclarer son patrimoine. Et il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2016, il ne l'a pas fait en 2021. Vous voyez bien que c'est une situation délicate. Et vous voyez bien, c'est la manifestation de ce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Ni l'Assemblée, ni le Sénat n'a osé, ni n'a daigné l'interpeller à ce propos. Et c'est extrêmement grave. Le deuxième point que nous évoquons pour le président de la République, nous l'avons dit pour le PCT, le président de la République du Congo est président du Parti congolais du travail. Une autre violation. Et ça ne peut pas passer sous silence. Je crois que les gouvernants pensaient qu'ils avaient créé un climat de terreur qui faisait que les Congolais se seraient terrés dans le silence et qu'ils ne soulèveraient pas toutes ces situations. Mais aujourd'hui, nous les soulevons et nous pensons qu'elles doivent requérir une attention tout à fait particulière. Mais le troisième point, s'agissant du président de la République, qui est encore plus important à la fois et plus grave, mais c'est qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution. Entre autres, de respecter
et de faire respecter la Constitution. Et ensuite, de garantir la paix et la justice à tous. Et on se retrouve dans une situation extrêmement pénible. Je crois que lorsqu'on jette un regard sur ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe au Congo est véritablement original. Véritablement original. Et nous nous demandons, le président s'est mis dans cette situation. C'est vrai qu'on peut dire un certain nombre de choses. On entend les appels, nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Mais nous devons dire et redire à l'opinion nationale et internationale que cette situation est extrêmement grave. Et pour nous, elle constitue pratiquement une menace de la paix. Et on sent que le Parti congolais du travail veut ramener une vision de violence dans notre pays, ce que nous refusons catégoriquement. Mais pour essayer d'appuyer cette argumentation, nous allons nous référer à un recours, parce que Clément Mirassa a introduit en juin 2020, un recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant reconduit M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Et ce recours a été déclaré recevable par la Cour constitutionnelle. Celle-ci s'est déclarée incompétente, malheureusement pour nous. Mais elle a choisi d'en faire une notification à M. le Président de la République, à M. le Président du Sénat, à M. le Président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Donc les plus grandes autorités de l'État impliqués dans le suivi de ces problèmes sont bien informés. Mais informés de quoi? Informés de ce que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Informés de ce que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et depuis qu'on leur a signifié le 31 juillet 2020, il y a pratiquement 5 ans, rien n'a bougé. Ils ne s'en sont pas préoccupés. Ce n'est pas leur problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que dans la situation d'aujourd'hui, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale sont dans l'illégalité. J'aurais pu dire, mais je ne suis pas méchant, mais je vais quand même le dire. Ils sont dans une situation hors la loi. Et que faisons-nous? De quoi ont-ils peur? Mais il faut qu'ils sachent que la loi doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer à tous. Évidemment, je sais que la peur pour eux, c'est la perte du pouvoir. Parce que l'application de la loi sur ce problème entraîne automatiquement, comme nous ne cessons de le dire, la dissolution de l'Assemblée, la dissolution du Sénat, et tout est remis à plat. C'est pour ça qu'il faut s'interroger. Irons-nous, oui ou non, à l'élection présidentielle en mars 2026? Parce que tout est remis ici, tout est remis en plat, au plat, à plat. Comme je le dis, et il faut que nous ayons une vision pour que notre pays ne sombre pas dans une situation plus catastrophique que celle que nous connaissons actuellement. Et je crois qu'il faut que nous en tenions suffisamment compte. Mais l'autre aspect que je vais aborder, c'est l'application de la loi. Pourquoi nous abordons cela? Mais parce que nous avons compris que dans l'application de la loi, ou assez souvent, on a parlé de l'application rigoureuse de la loi sur les partis, le ministre de l'Intérieur, sinon le ministère de l'Intérieur, a assez souvent pris des textes, à l'instar de l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, déclarant le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi, conforme à la loi. Et vous voyez bien, je ne voudrais pas encore parler de fraude, de tricherie. J'aurais même pu parler de faux. Mais ça pose fondamentalement un problème en ce qui concerne la capacité du ministre de l'Intérieur d'organiser des élections. Ça pose le problème du côté partisan, du manque de neutralité de l'administration congolaise. Et ça veut dire, lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement avec la cascade des nominations, les préfets, les secrétaires généraux, l'objectif, c'est la préparation des élections.
pour faire en sorte que ce soit quelqu'un du PCT qui soit élu. S'agissant des préfets, je vous ai déjà dit, 4 ou 5 d'entre eux sont des membres du comité central du Parti congolais du travail, qui ont fait partie des 2588 congressistes, qui ont violé la Constitution, qui ont violé la loi en décembre 2019. Mais vous croyez qu'ils sont préfets pourquoi? Surtout que vous avez vu, et nous reviendrons là-dessus, que le ministre de l'Intérieur a déjà pris des circulaires pour demander aux préfets de supprimer les décédés, etc., pour commencer à préparer la révision des listes électorales. C'est-à-dire qu'on va aller dans une situation où nous n'aurons pas la maîtrise effective du corps électoral. Nous n'aurons pas de listes électorales fiables. Et moi, je dis, avec les problèmes que nous posons, le ministère de l'Intérieur, dans sa forme actuelle, devrait être disqualifié du point de vue de la loi. Tant dans la préparation de cette élection de 2026 que dans l'organisation. Que faisons-nous? Le gouvernement est silencieux. Il donne le sentiment qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais ce qui est encore plus grave pour le gouvernement, et c'est le point que je vais attaquer avant qu'on aille à la conclusion, les appels. Deux partis, le Parti congolais du travail, qui n'est pas en règle, qui n'est pas en conformité avec la loi, mobilise ses militants pour qu'ils lancent des appels, pour qu'ils réclament, qu'ils exigent la candidature de M. Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2026. Et vous savez, j'en suis triste. Je vais vous dire, j'en suis triste. Pourquoi? Parce que le Parti congolais du travail est au pouvoir pratiquement depuis 69, en dehors de l'intermède du président Pascal Lissouba. Et vous vous rendez compte qu'en plus de 40 ans, ce pouvoir n'a pas été capable de former en son sein des cadres politiques capables de chercher à diriger ce pays. Et pourtant, ils savent, en tant que Parti congolais du travail, que lorsque le président Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977 aux environs de 14h30, avant 18h, son successeur, sinon son continuateur, avait déjà été trouvé. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est la faute du PCT, ce n'est pas de notre faute. Si le PCT pense qu'en leur sein, il n'y a que le président Denis Sassou Nguesso qui peut être candidat, mais nous, les autres Congolais, nous pensons et nous croyons d'abord à l'alternance démocratique. Et nous pensons qu'il n'est pas normal qu'on parle de démocratie sans possibilité d'alternance. Nous ne l'acceptons pas. Et nous disons, au vu de ce que nous disons là, que le président Denis Sassou Nguesso est dans une situation vis-à-vis de la loi qui ne lui permet pas d'être candidat. D'ailleurs, pour vous faire sourire à ce propos, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui, dans son message sur l'état de la nation en 2020, a déclaré que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. D'où vient qu'aujourd'hui, le président Sassou et les gouvernants du PCT ont choisi et veulent imposer aux Congolais le chemin de l'anticonstitutionnalité. Vous voyez bien que c'est encore un nouveau paradoxe qui apparaît chaque fois qu'on évoque ce point. Donc, nous constatons qu'à travers le pays, les structures du PCT exigent et réclament. Il semble que pour eux, c'est le seul au sein du PCT n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Encore que la démocratie aurait souhaité qu'il y ait plusieurs candidats, même au sein du PCT, qu'il y ait des primaires pour qu'ils choisissent. Mais j'ai suivi le ministre Mabundu déclarer que aucun d'entre eux ne peut oser chercher à affronter ce qui est vraiment triste et ce qui est véritablement dommage. Mais c'est pour ces appels. Nous appelons le Parti congolais du travail. Les Congolais ont trop souffert. Ils ne veulent plus prendre les baluchons. Ils ne veulent plus prendre les petits sacs pour se promener parce qu'il y aurait de l'insécurité dans le pays. Ils veulent que dans ce pays, tout se fasse dans la paix. Et que le PCT doit prendre le courage d'expliquer aux Congolais et surtout à ses militants qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le faisant, ils vont privilégier l'intérêt général et non l'intérêt égoïste, personnel et particulier. Nous n'en voulons pas.
C'est pour ça que nous avons tenu à aborder ce problème avant que nous n'allions à la conclusion, avant de rentrer dans le fond des problèmes de la gouvernance électorale. Quand je parle des problèmes de fond de la gouvernance électorale, c'est la refonte de la loi électorale, c'est la commission électorale véritablement indépendante, c'est la maîtrise du corps électoral, c'est la fiabilité des listes électorales, c'est la loi qui doit plafonner les dépenses des campagnes électorales et les autres aspects. Je ne cite pas, mais nous allons au cours des prochaines émissions revenir sur cette situation. Mais nous avons pensé qu'en ce qui concernait ce volet, l'aspect du respect des lois et règlements de la République est fondamental dans la mise en place des conditions permissives de la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est à quoi nous voulons arriver. Mais avant d'aller à la conclusion, je vais essayer de faire une annonce pour essayer de faire prendre conscience, notamment à nos militants du Parti social-démocrate congolais. Nous avons souhaité, nous avons programmé en tant que parti de faire une descente à Madibou le samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi 24 mai 2025 à Madibou. Nous avons été très heureux de la manière dont nous avons été accueillis dans les structures, que ce soit la mairie de Madibou, que ce soit à la préfecture de Brazzaville. Nous avons été très contents et nous nous sommes réjouis du contact, d'ouverture et de dialogue que nous avons eu avec monsieur le préfet lui-même pour examiner s'il était possible dans ce délai qui semblait extrêmement court, si on pouvait réunir les conditions de la bonne tenue, d'une bonne descente. Et nous avons convenu de ne pas faire cette descente aujourd'hui. Elle était prévue à 15 heures. Nous l'avons reportée. Nous l'avons reportée le samedi 7 juin 2025 pour que toutes les dispositions au plan de l'organisation, etc. soient prises, surtout au plan de la sécurité, pour que cette descente se déroule dans le calme, la sérénité, et que nous puissions privilégier ce qui nous est cher, c'est-à-dire l'argument, être en contact avec la base, répondre aux questions qui nous seront posées pour que nous soyons beaucoup mieux compris. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour faire cette annonce. Maintenant, pour aller à la conclusion, je vais d'abord dire un mot sur la situation de l'opposant Lassy Bouiti. Je dis c'est triste. Je lance un appel au gouvernement. Ce qui est arrivé à Lassy Bouiti est déjà arrivé à Augustin Kalakala. C'est déjà arrivé à Roland Gambou. C'est déjà arrivé à beaucoup de nos militants que nous avons perdus lors de cette campagne contre la Constitution en 2015, en 2017. Ça nous fait revenir sur un certain nombre d'événements qui se sont déroulés dans ce pays que nous n'avons de cesse de dénoncer. Et nous n'en voulons pas. Nous voulons de la paix, nous voulons de la tranquillité, de la bonne gouvernance, de la transparence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tenons à le dire, à l'endroit des gouvernements, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, Lassy Bouiti est pratiquement le symbole de la barbarie du système actuel. Et c'est dommage. Et nous souhaitons que cela s'arrête. Parce que les lois sont prises pour que les gouvernants puissent les appliquer. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit des opposants, généralement, elles ne le sont pas. Et quand il s'agit de ceux qui sont au pouvoir, ils peuvent voler, ils peuvent faire un certain nombre de choses, ils peuvent être mis en accusation dans des complots internationaux visant la déstabilisation de la paix du Congo. Ça ne perturbe personne. Personne n'est interpellé. Et ça, c'est véritablement dommage. Mais je dois leur dire que ça nous éloigne, cette vision nous éloigne de la réconciliation. Parce que ce pays a besoin de réconciliation. Tellement les frustrations, les humiliations sont tellement nombreuses que les Congolais ne devraient pas continuer à vivre ça. Maintenant, s'agissant du problème que nous avons souhaité aborder aujourd'hui, nous constatons, rien qu'en prenant l'aspect du respect des lois et règlements de la République, que nous sommes loin de remplir les conditions
permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026. Nous constatons, et aujourd'hui tout le monde le sait, que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais ce problème met le président de la République devant un dilemme, parce que le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et on ne peut que lui faire constater qu'à partir du moment où le ministre de l'Intérieur, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas voulu suspendre le Parti congolais du travail, n'a pas voulu fermer les locaux du Parti congolais du travail, il revient au président de la République de faire respecter la loi, tout en sachant qu'il est président du Parti congolais du travail. Mais il a malheureusement la grosse responsabilité de faire appliquer la sanction en ce qui concerne le Parti congolais du travail. Et il n'est pas normal que le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, se balade à travers le pays, etc. Ça veut dire que le pouvoir a choisi la voie de la violence. Mais les Congolais n'en veulent plus. Ils veulent de la paix. Ne continuez pas à parler aux Congolais de la paix alors qu'en réalité, vous gérez et vous mettez en place les germes de la violence. Nous ne l'acceptons pas. Et ce n'est certainement pas le même phénomène. Hier, on a constaté, on a dénoncé les Koulouna, les bébés noirs, etc. Aujourd'hui, on constate que c'est au niveau de l'État lui-même que les problèmes se posent. Et c'est véritablement dommage. L'autre aspect que nous voulons aborder, on lance des appels pour que le président de la République soit candidat. Mais vous mettez le président de la République devant un dilemme. Vous le mettez devant un dilemme. Parce qu'il va venir annoncer sa candidature, tout en sachant que depuis plus de 20 ans, il n'a jamais été en conformité avec la loi. Comment cela va-t-il se passer? Et en continuant la réflexion sur ce point, le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Avant l'élection de 2026, le président Denis Sassou Nguesso ne doit plus être président du Parti congolais du travail. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc le président Sassou doit savoir, pour le respect du peuple congolais, qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Et que si on a voté une constitution pour laquelle il s'est battu, soi-disant pour faire évoluer les institutions, on n'a pas voté cette constitution pour autoriser au président de la République de violer la constitution, de se placer au-dessus de la constitution. Au même titre que d'ailleurs, vous voyez ce qui se passe et le président Sassou le sait. Nous avons tous suivi comment le président Sarkozy a été condamné en France. Nous avons suivi également comment le président Chirac, nous avons suivi les démêlés judiciaires que le président, l'ancien président de l'Afrique du Sud a eu pour des questions. Donc, il ne faut pas que le Congo soit comme une entité extraordinaire, extraterrestre, où on ne respecte pas les lois et règlements de la République. Donc, je dis, avant l'élection de 2026, le président Sassou ne doit pas être président du Parti congolais du travail. Et maintenant, le président Sassou et les gouvernants savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et qu'il devrait être sanctionné. Donc, ce qu'ils pensaient voir être caché est aujourd'hui mis à découvert et on ne peut absolument rien faire là-dessus. C'est pour ça que nous disons, c'est bien de penser à la candidature, mais le mieux, c'est de régler d'abord les problèmes des conditions permissives pour la tenue d'une bonne élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026. Et je pense que les Congolais suivent de près la situation. En tout cas, nous ne voulons plus de perturbations. Nous voulons que ce soit une élection libre qui se fasse correctement et qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on règle le problème puisque nous vous l'avons dit de manière assez claire. Le ministre de l'Intérieur a déclaré des partis qui ne sont pas conformes à la loi. C'est également extrêmement grave. Ça veut dire qu'il s'est disqualifié dans la préparation et dans l'organisation d'une élection. Ces choses-là, nous les prendrons désormais sans complaisance et nous allons les suivre de manière assez sérieuse. Donc, chers téléspectateurs, nous avons voulu aborder ce premier aspect qui touche au respect des lois et règlements de la République, s'agissant des conditions permissives pour la tenue d'une bonne élection en 2026. Nous suivons et nous souhaitons que tout se passe dans la transparence. Nous entendons des voix de sirènes parler
Parfois, on a parlé de dialogue, parfois de concertation. S'agissant de concertation, le ministre Mboulou avait annoncé en mars 2024 qu'il y aurait une concertation. Finalement, on se rend compte qu'elle n'a pas lieu. Mais en tout cas, la concertation n'a pas de base juridique. Maintenant, on parle de consultation. Et moi, je suis en train de m'efforcer à lire la Constitution, puisque je l'ai sous mes yeux, pour voir quelles sont les dispositions qui sont prévues dans ce cadre des consultations. Je n'en ai pas encore vu, mais je souhaite que les Congolais m'aident à retrouver quelles sont les dispositions de la Constitution qui permettent, semble-t-il, de régler un certain nombre de problèmes profonds qui touchent à la gestion de la cité par rapport aux consultations. Pour le reste, nous vous donnons rendez-vous. Sauf changement majeur, nous reviendrons samedi prochain. Je crois que ça sera le 7 juin. Sur les problèmes de gouvernance électorale, sauf s'il y a un autre sujet préoccupant qui nous amène à décaler cela. Mais nous allons continuer les débats sur la gouvernance électorale et sur ces aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut qu'on se prépare à ce que nous allions là-bas. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ce sujet, sur ce point, que je termine cette émission, tout en vous remerciant pour votre aimable attention et en vous disant merci et à la prochaine émission. Merci.